Alors bonjour tout le monde. Alors est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse, donc les coordonnées du point D, pour qu'on ait un parallélogramme ABCD? Alors vous aviez plusieurs moyens de le trouver, hein, ce point D. Bon, désolé, il y a mon chat qui veut participer. Alors pour ce point D, vous pouviez, enfin, la technique, la dernière technique qu'on a vue, c'était en utilisant les vecteurs. Donc si on a un parallélogramme ABCD, hop, donc on a deux vecteurs qui vont être égaux, enfin même, donc soit AB égale à DC, on peut aussi avoir AD égale à BC si on a envie, mais donc il nous faut AB égale ADC. Alors le vecteur AB, on a les coordonnées du point A et du point B, donc on peut les calculer, ces coordonnées. Donc ça va être xb moins xa, donc 1 moins moins 2. Et pour les y, ce sera donc 3 moins moins 3. Ce qui nous donne donc comme vecteur AB, eh ben, 3, 6. Et maintenant, ce vecteur AB, on veut que ce soit égal au vecteur DC, sachant que le point C, ses coordonnées, c'est 6, 1. Donc si on veut avoir un vecteur DC égal à 3, 6, donc on peut dire que notre vecteur D, c'est notre point D, pardon, il est de coordonnées x, y pour le moment. Donc DC, alors attention au sens, donc c'est xc moins xd, donc ce serait 6 moins x et 1 moins y. Et ça, on veut que ce soit égal à 3, 6. Bah, en résolvant rapidement les deux petites équations qu'on a ici, on trouve donc que x, ça doit être égal à 3, pour avoir 6 moins 3 égale à 3. Et donc y, pour que 1 moins le y ce soit égal à 6, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne y égale à moins 5, parce que 1 moins moins 5, ça fait bien 6. Donc a priori, on a notre point D de coordonnées 3, moins 5. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon. Alors, vous aviez aussi une autre manière de faire. Alors, oui, juste, je vous affiche ce que ça donne sur le graphique. Donc là, donc nous on a dit 3 moins 5. Donc 3 moins 5. Et donc effectivement, si je passe mon point D ici, j'ai bien un parallélogramme ABCD, pas de problème. Alors l'autre manière de faire, et c'est quelque chose qu'on avait déjà fait depuis le début de l'année, enfin ça devait être au premier trimestre. Pour trouver le troisième point, on peut utiliser une autre propriété du parallélogramme. On peut utiliser le fait que les diagonales se coupent en leur milieu. C'est-à-dire que la diagonale AC, on sait qu'elle va se couper en un certain point. Bon là visiblement par le graphique, ça a l'air d'être le point 2 moins 1. Donc on peut le trouver avec la formule, hein, je vous rappelle, xa plus xb divisé par 2, yk plus yb divisé par 2, et ça vous donne les coordonnées du milieu. Donc ça nous aurait indiqué que le milieu de la diagonale AC, c'était le point, ah bah oui, il me l'appelait D, mais bon, c'est pas vraiment renommé en un point I. Hop.
donc de coordonnées 2, moins 1. Et ensuite, pour trouver le point D, on sait que le point I, c'est censé être le milieu du côté BD. Donc pour trouver le point qui nous donne le milieu ici, finalement, notre point D, ça va être le symétrique du point B par rapport au point I. Et ça, on avait vu la méthode pour le trouver, ce symétrique. Donc je vous rappelle que donc, si on a le point B de coordonnées donc 1, 3 et le point I de coordonnées ici 2, moins 1. Donc nous, on a notre point B, notre point I, et on veut trouver le point D, qui est le symétrique de B par rapport à I. Donc je vous rappelle que ça se base sur la formule du milieu, sachant que, je vais faire un trait un peu plus droit, hop, sachant que le point I, donc ce sera le milieu de BD. Donc ici on a des segments de même taille de chaque côté. Donc si notre point D, on lui donne comme coordonnées x, y, il suffit d'écrire avec la formule qui permet de calculer les coordonnées du milieu, il suffit d'écrire le fait que I c'est le milieu du segment BD. Et donc le segment BD, son milieu, si on applique la formule, c'est 1 plus x divisé par 2. Et ensuite 3 plus y divisé par 2. Et ça, on est censé tomber sur le point I, qui est de coordonnées 2, moins 1. Donc 1 plus x divisé par 2, il faut que ce soit égal à 2. Là, on obtient bien comme solution x égale à 3, comme on avait trouvé ici. Et 3 plus y divisé par 2, il faut que ce soit égal à moins 1. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait moins 2 en haut. Donc 3 moins 5, ça marche bien. Donc y égale à moins 5 ici, pour avoir moins 1 au final. Donc voilà, c'était la deuxième technique qu'on pouvait utiliser ici. On va reprendre donc sur les exercices qu'on avait fait sur les coordonnées de vecteurs. Bien que cet exercice-là, il n'y a pas vraiment de coordonnées. C'est l'exercice 102, page 147. Mais je veux vous le faire faire puisque il vous montre une autre utilité des vecteurs autre que les déplacements. Et donc c'est les vecteurs finalement appliqués à la physique. Et pour ceux qui feront physique, la spécialité physique-chimie l'année prochaine, ce sera très important ce sera un outil très important pour vous. Donc, page 147. Puisque les vecteurs, ils sont utilisés pour représenter des forces. Alors donc, Camille a suspendu une boule de Noël de 3 kg dans son couloir. La boule de centre O est attachée en S à deux fils reliés au mur du couloir en G et D, donc pour le mur gauche, mur droite. On considère les forces exercées sur la boule. Donc les forces qui s'exercent sur la boule, on a le poids P, on a la force exercée par le fil SG qu'on notera FG, et il y a la force exercée par le fil SD qu'on notera FD. Alors d'abord il faut reproduire rapidement la figure ci-dessus, donc en utilisant les carreaux. Je vous laisse une minute là pour le faire rapidement. Bon, pour la boule, essayez de faire un cercle, mais c'est pas très grave si vous n'avez pas un cercle parfait.
ça n'empêchera pas de faire la suite. Donc évidemment, quand vous avez terminé la figure, vous réfléchissez aux questions suivantes. J'essaie de le faire aussi sur GeoGebra comme ça. Alors, je suppose que vous avez eu le temps. Alors, en quel point s'applique la force P? Donc P, c'est le poids de la boule. Alors, en quel point est-ce qu'il s'applique le poids? Personne voit? Ah, ok. Au point S, alors, ce ne sera pas au point S, non. Euh, le point S, c'est plutôt ce qui est vers le haut, là, sur la boule. Donc c'est plutôt les, les forces exercées par les fils, là, c'est plutôt elles qui vont être associées, enfin qui vont s'appliquer en tout cas au point S. Bon, bah, il reste qu'un seul autre point. Donc où est-ce que va s'appliquer la force P? Voilà, ce sera en haut. En fait, le point haut, par rapport à la boule qu'on a là, ça porte un nom hein, finalement, et un nom que vous connaissez. Euh, Est-ce que quelqu'un voit pourquoi le poids s'applique au point haut?
Comment est-ce qu'il s'appelle ce point O par rapport à la boucle, à la boule? Enfin, c'est le centre du cercle, mais on peut l'appeler autrement dans cette situation. Est-ce que vous voyez? Très bien, Rachel, oui, c'est ça. C'est le centre de gravité, oui. Donc, le centre de gravité, bah, c'est là que s'applique la force exercée par la gravité, c'est-à-dire le poids. Très bien. Donc, ça va s'appliquer au point O. Donc, en haut. Alors, quelle est la direction du vecteur P? Le poids, il s'applique dans quelle direction? Alors, on vous demande la direction et on vous demande le sens. Donc, faites bien la distinction entre les deux. Voilà, donc vers le bas. Alors ça, c'est plutôt le sens. Mais par contre, la direction, ça va être quoi? Voilà, c'est plutôt effectivement la droite verticale finalement. Bon là, on a des points qui nous permettent de la définir, cette direction. On peut dire par exemple que c'est la droite SO ici, puisque c'est une droite verticale. Alors deux petites secondes, je réponds à Torsia qui n'entend pas. Donc direction, ce sera on va dire la droite SO. Mais bon, une droite verticale, voilà, ça marche aussi. Alors, question C. Donc là, on a vu la direction, on a vu le sens. Il nous reste à trouver la norme du vecteur P. Donc on sait que c'est donc le vecteur P, ce sera un vecteur là vers le bas partant du point O a priori. Mais donc il nous manque encore sa longueur, donc sa norme. Donc en physique, l'intensité de la force P, exprimée en newton, est donnée par la formule P égale mg, où m est la masse en kilogrammes, et g, donc c'est la constante gravitationnelle, qui est environ égale à 10 mètres par seconde moins 2. Bon, l'unité est un petit peu étrange, je vous l'accorde, mais c'est pour qu'on ait des newtons à la fin. Donc vous n'avez pas besoin finalement de vous embêter avec les unités. Donc elle est assimilée ici à la norme du vecteur P. Donc calculer cette norme de P. Donc la norme de P, je vous rappelle. Ah bah ils l'écrivent petit p ici. Mais donc on pouvait l'écrire comme ça, hein. Norme du vecteur P. Donc ici c'est petit p. Donc c'est m fois g. Alors ça fait combien ici? Bon, vous avez la valeur de m et vous avez la valeur de g normalement. Donc vous avez juste à les multiplier. Alors ça donne combien?
Ok. Donc on a une boule de 3 kg. Donc petit m égale à 3 ici, très bien. Fois g, donc qui est une constante, donc c'est toujours 10. Bon, c'est environ 10, mais on va mettre égal, tant pis. Donc 3 fois 10, ce qui nous fait effectivement 30. Donc attention à mettre l'unité, c'est 30 newtons. Hop. Ok. Donc maintenant qu'on sait que la norme du vecteur P c'est 30 newtons, vous allez pouvoir le représenter et on vous dit de prendre un carreau pour 10 newtons. Donc vous connaissez son sens, sa direction, son point de départ et on connaît sa longueur. Donc je vous laisse 15 secondes là pour le faire. Donc là évidemment si un carreau ça fait 10 newtons, il suffit de faire un vecteur de 3 carreaux. Donc qui part vers le bas. Ça va vous donner ça. Donc ça c'est mon vecteur P. Bon, je mets pas la petite flèche, ce sera juste P sur mon graphique, mais tant pis. Hop. Donc voilà pour notre vecteur qui représente le poids. Alors il va falloir maintenant représenter les autres forces, donc les forces exercées par les fils. Alors on vous dit que la boule est en équilibre et on vous demande donc quelle relation a-t-on entre les vecteurs P, FG et FD. Est-ce que quelqu'un voit ou pas? Alors sachant que donc FG, alors on ne connaît pas sa longueur, mais on sait que c'est une force qui s'exerce en partant du point S là, avec une certaine longueur. Alors ça c'est pour FD et vous avez donc FG de l'autre côté. Alors sa longueur ce sera pas ça non plus, mais donc exercée par le fil SG. Donc on a deux forces comme ça, FG et FD. Mais qu'est-ce qu'on a comme relation avec le poids P? Est-ce que vous voyez ou pas? Pour que la boule soit en équilibre. Alors là, vous avez une boule. Sur cette boule, vous avez la force P qui s'exerce. Vous avez aussi la force FD et la force FG. Bon bah ça, pour que la boule soit en équilibre, c'est-à-dire pour qu'elle bouge pas, il faut avoir une certaine relation entre les différents vecteurs. Alors Rachel, tu y es presque. Donc Rachel nous dit que donc, le vecteur P doit être égal à FG plus FD. Alors c'est pas exactement ça, mais c'est l'idée. Alors si vous regardez ce que ça nous donne, FG plus FD, et du coup tu vas peut-être pouvoir améliorer ta relation, Rachel, si tu vois. Donc si on regarde le vecteur FG qui est ici, et qu'on lui ajoute le vecteur FD, si je le déplace, ça me fait que le vecteur, donc FG plus FD, en fait c'est celui-ci, c'est ce vecteur qui est là. Donc on voit là qu'il n'est pas égal au vecteur P. Mais il est plutôt égal à quoi pour que la boule reste en équilibre? Ça là, ce qu'on a ici, ça va pas être le vecteur P, mais presque.
que quelqu'un voit ou pas? En fait, pour que la boule soit en équilibre, il faut que les forces qui s'exercent se compensent. Non, ce ne sera pas le vecteur nul. Alors le vecteur nul, il est quelque part et l'expliquerai après. Non, mais regardez là, ce vecteur qui est ici, ce vecteur, ça ne peut pas être le vecteur P. Parce que là, on voit que le vecteur P, il est comme ça. Et là, le vecteur qu'on a mis, il est plutôt dans ce sens-là. Donc ça veut dire que ce vecteur qui est là, ça va pas être tout à fait P. Voilà, ça va être le vecteur moins P, en fait. Hein, c'est l'opposé. En fait, quand vous avez un objet à l'équilibre, ça veut dire que la somme des forces qui s'exercent sur cet objet s'annule. Donc en fait, là, ça veut dire que pour que la boule soit en équilibre, ça veut dire que la force du poids, elle est compensée en fait par les forces exercées par les deux fils. Les fils, ils permettent de maintenir la boule en équilibre, donc finalement, ils compensent le poids. Donc, la relation qu'on aurait, ce serait pas Fg plus Fd égale à P, ce serait Fg plus Fd égale à moins P. Bon, tu y étais presque, hein, Rachel. Donc ici, ce sera moins P. Alors, si... je vous parlais aussi, donc... Alors, la somme des forces qui s'annulent, on le note souvent comme ça. Donc, la somme, pour dire somme, on utilise ce sigma, donc la lettre grecque sigma. Donc, la somme des forces, il faut que ça s'annule, donc il faut que ce soit égal au vecteur nul. Et donc là, si on faisait la somme des forces, ça nous ferait donc P plus Fg plus Fd, il faut que ce soit égal au vecteur nul. Et on retrouve cette relation-là simplement en passant le P de l'autre côté du égal, et il se transformerait en moins P. Donc voilà, c'était une autre façon d'obtenir la relation. Mais bon, on va pouvoir garder la relation moins P égale Fg plus Fd. Alors, soit F, donc la force résultante des forces Fg et Fd. Bon, je l'ai un petit peu représenté quand même. Et donc, en quel point s'applique la force F? Alors là, ce ne sera pas au point O. Regardez votre représentation. F, c'est la force résultante des forces Fg et Fd. Donc en fait, c'est la force exercée par les fils. Les fils, ils sont en train d'exercer une force en S. Hein, voilà. C'est ça, Minotiana. Hein. En même temps, si c'était pas le point O, il ne restait plus que le point S. Les fils, ils sont plutôt au point S. Hein. C'est plutôt au point S. Pourquoi S? Jean, regarde, la force F, c'est finalement la somme des forces Fg et Fd. Donc la somme des forces exercées par les fils. Là, tu es bien d'accord que les fils, ils sont en train d'exercer une force sur le point S plutôt que le point O. Ok. Donc, en quel point? Donc, ce sera en S. Alors maintenant, donc, quelle relation a-t-on entre la force P et la force F? Et on vous demande de justifier ici. Mais bon, on en a déjà plutôt parlé quand même dans la question 3. Bon, finalement, donc comme grand F, c'est la force résultante des forces Fg et Fd, c'est la somme de Fg et de Fd. Bon, c'est ce que j'ai représenté ici, en fait. Hein. Finalement, ce vecteur-là, qui fait la somme des deux, là, c'est le vecteur F, ici. Et on avait vu que c'était égal à moins P. Donc bon, la relation qu'on va avoir, c'est que F est égal à moins P. Ou encore que la somme des deux, donc F plus P,
c'est donc égal au vecteur nul, puisque ces deux forces se compensent. Alors pour la justification, on peut le justifier par le fait que la boule elle est à l'équilibre. Donc il faut absolument que ces deux forces se compensent. Alors ça, c'est des choses que vous reverrez en physique-chimie l'année prochaine, hein, pour ceux qui continuent. Hop. Alors vous allez pouvoir le représenter, ce vecteur f. Non, pas pour la STMG, puisque pour la STMG, vous n'avez plus de physique-chimie. Donc vous n'aurez pas ça. Donc on sait que le vecteur f, il est égal à moins p, donc ça veut dire que sa norme, ce sera la même que le vecteur p. La direction, c'est toujours une direction verticale. Et par contre, évidemment, plutôt que d'aller vers le bas, on va aller vers le haut. Et cette fois-ci en partant du point S. Donc voilà pour le vecteur F. Et maintenant, donc pour la dernière question, ça va nous permettre d'en déduire une construction des vecteurs FG et FD, puisqu'on sait que la somme des deux vecteurs, il faut que ce soit égal à la résultante des forces là, qui est F. On va pouvoir savoir à partir d'où, on va pouvoir en déduire donc la longueur qu'il nous faut pour les vecteurs FG et FD ici. Je vais renommer d'ailleurs. Ça c'est FD. Et là vous avez FG. Mince. C'était FD. Voilà. Bon, est-ce que tout le monde voit quelle longueur il va falloir prendre pour les deux là. Bon, ça va être trop dur à écrire sur le chat de toute façon. Bon, évidemment, pour que ces deux vecteurs là, pour que quand on fasse la somme, ça atterrisse bien ici au point d'arrivée, évidemment, il va falloir se débrouiller pour que ça arrive à la moitié là, finalement. Hein, pour que là, ça arrive à la hauteur faut que ça arrive à 1,5. Et là aussi, par symétrie, pour que quand on fasse la somme, ce vecteur-là, il permet d'augmenter d'1,5. Et donc si je l'additionne à mon vecteur FD ici, hop, et j'ai pas le choix, faut que mon vecteur FD, faut qu'il ait une hauteur finalement ici de 1,5 ici, pour qu'en faisant la somme des deux, on ait bien on augmente bien de 3 carreaux. D'accord ? Alors étant donné que les directions, on les connaissait puisque c'était les directions des fils, ça a évité d'avoir à faire des calculs de longueur. Donc cet exercice, c'était surtout pour votre culture, hein, et pour vous montrer aussi une des applications très importantes des vecteurs. Sans doute plus utile pour certains d'entre vous que de se repérer en mer comme on l'avait vu dans l'activité. Donc voilà pour l'exercice 102. Alors on va reprendre l'activité 3. On s'était arrêté un petit peu au milieu.
Une feuille de route, ça peut être la 5. Et il nous restait la dernière question à faire. Et cette question, c'était que peut-on dire... Ah bah, je me suis trompé, j'ai inversé des mots. Que peut-on dire des vecteurs AE' et F seconde? Alors déjà, je vais les remettre. Donc on avait construit cette figure. F seconde. Ouais, il y a un petit souci dans ma figure parce que c'est pas. Ils sont pas du tout placés où ils sont censés l'être. Maintenant ça veut plus du tout. Alors là-dessus ça doit être bon. Alors on avait construit notre point E' en appliquant le vecteur U sur le point E là, donc on avait E' ici. Et pour F seconde, on avait fait la somme des deux. Et donc F seconde c'était ici. Ouais, ça c'est bon. J'avais des points qui étaient décalés sur l'autre, donc ça marchait plus. Voilà. Alors donc entre AE', alors je vais les représenter déjà. Donc AE' qui est ici. Je vais mettre en rouge pour qu'on le voit mieux. Donc entre AE' et F seconde, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux vecteurs? Est-ce que vous voyez quelque chose de particulier sur ces deux vecteurs? En rouge là. Voilà, c'est ça. Ils sont... Alors on n'appellera pas ça parallèle, mais c'est le mot que je voulais que vous employiez. Donc on a effectivement du parallélisme ici. Alors on ne dira pas que les vecteurs sont parallèles, mais on dira qu'ils sont collinéaires. Donc c'est pour la question 4. Donc AE' et F seconde sont collinéaires. Ok. Donc effectivement, ça se
Ça se caractérise par le fait que graphiquement on voit qu'il y a du parallélisme. Alors s'ils sont parallèles, ça veut dire qu'ils ont quoi en commun? Si vous vous rappelez des trois choses qui caractérisent un vecteur, donc qu'est-ce qu'ils vont avoir en commun pour être parallèles? Enfin, collinaires. Vous pouvez me rappeler ce qui caractérise un vecteur? Les trois choses qui caractérisent un vecteur? Alors, presque, Rachel. Alors, donc, direction déjà, sens, oui. Par contre, c'est pas les coordonnées. La troisième chose, c'est plutôt la norme du vecteur, c'est sa longueur. Les coordonnées, en fait, c'est une façon de parler des vecteurs, mais ça fait pas partie des trois critères qui définissent un vecteur. Enfin, effectivement, c'est une façon de définir un vecteur. Mais euh, donc nous, ce sera donc direction, sens et longueur ou norme. Alors là, s'ils sont collinéaires, ça veut dire qu'ils ont quoi en commun entre les trois? La direction, le sens, la longueur. Qu'est-ce qui est en commun entre les deux là? Alors, ils ont le même sens, oui, mais ils auraient pu ne pas avoir le même sens en fait. Pour qu'ils soient collinéaires, on aurait très bien pu, plutôt que d'avoir le vecteur f, f seconde, avoir le vecteur f seconde, f, ça aurait été pareil, ils auraient été collinéaires aussi, mais pourtant de sens contraire. Donc ils peuvent avoir un sens différent, c'est pas très grave ça pour la collinéarité. Donc ce sera pas le sens. Alors la longueur, vous voyez bien que c'est pas ça qu'ils ont en commun, hein, puisqu'ils n'ont pas la même longueur ici. Mais voilà, ce sera la direction, c'est ça. Donc ici, ils ont la même direction, ils ont la même droite directrice, si vous voulez, euh, pour être collinaire. Donc A, E' et F seconde sont collinéaires, donc c'est-à-dire qu'ils ont la même direction. Voilà ce qu'on peut dire déjà graphiquement. Alors, est-ce que vous voyez une relation qu'on pourrait écrire entre les deux là? Entre AE' et F seconde, qui se voit assez facilement graphiquement. Parce qu'on n'a pas AE' égale à F seconde, mais qu'est-ce qu'on va avoir? C'est pas AE' égale à F seconde, mais on peut écrire quelque chose qui ressemble à ça. Ce sera quoi? Voilà, c'est ça. F seconde, c'est deux fois le vecteur AE'. Ok. Donc 2AE' égale F seconde. Ok. Et en fait, quand on a des vecteurs collinéaires, c'est qu'il y en a un qui est la multiplication de l'autre par un nombre réel. Donc en fait, à partir du moment où vous avez donc un vecteur U égal à par exemple 4 fois un vecteur V ou 8 fois un vecteur V ou moins 12 fois un vecteur V, donc un petit k avec k un nombre réel, donc k un réel,
et ben ça voudra dire que le vecteur u et le vecteur v sont collinéaires. Donc ça c'est une façon de prouver par exemple que deux vecteurs sont collinéaires. Et quand vous en avez deux qui sont collinéaires, bah, vous savez qu'il existe un nombre k qui permet de passer de l'un à l'autre. Et enfin, dernière chose, c'est au niveau des coordonnées. Bah, si vous regardez les coordonnées, là notre vecteur AE', ses coordonnées c'était 4, 1. Et le vecteur FF seconde, ses coordonnées c'est 8, 2. Qu'est-ce qu'on peut en dire là de ces coordonnées? Qu'est-ce qu'on observe? Les coordonnées, elles sont... Alors oui, elles sont multipliées par 2 ici, mais alors par exemple, si je vous donnais un vecteur avec, un 3 ici, ça veut dire qu'il y aurait quel nombre ici pour qu'il soit collinéaire à cela? Quel nombre est-ce qu'il faudrait mettre ici pour avoir un troisième vecteur collinéaire aux deux précédents? Quelqu'un voit ou pas? Voilà, donc ça donne 4, 1, 8, 2. Qu'est-ce qu'on peut mettre pour avoir un 3 ici? Bon, qu'est-ce qu'on peut mettre si je veux un 4 ici? Si je veux un 4 ici, ça veut dire qu'il va falloir que je mette quel nombre ici? Voilà, 16, ok. Bon, bah, si je veux un 3, voilà, je vais mettre un 12, ok. Bon, si je veux mettre 0,5 ici, qu'est-ce que je vais mettre là? Deux, ok. Si je veux mettre moins 2, ça veut dire qu'en haut, il faut que je mette quoi? Voilà, moins 8, ok. Voilà, vous avez compris au niveau des calculs, mais donc on peut dire qu'à chaque fois, entre elles, les coordonnées, elles sont... Un mot qui commence par un P. Voilà, merci Hugo. Elles sont proportionnelles. Donc deux vecteurs, pour savoir si ils sont collinéaires, si vous avez leurs coordonnées, bah, il suffit de regarder si les coordonnées sont proportionnelles ou pas. Par exemple, si je vous donne comme vecteur qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 6 moins 4.
pour un vecteur U, et en vecteur V, je vous donne moins 8, 5. Est-ce qu'ils vont être collinaires, ces deux vecteurs? Est-ce que les coordonnées sont proportionnelles là? Non, ok. Alors, pour bien le voir, si on a une proportionnalité ou pas, je vous rappelle que vous avez un outil très pratique qui est le produit en croix. Donc il suffit de regarder si ça fois ça, c'est égal à ça fois ça. Si c'est le cas, c'est que c'est proportionnel, sinon, c'est que c'est pas proportionnel. Donc 6 fois 5, ça fait 30. Moins 4 fois moins 8, ça fait 24. Bon bah c'est différent. Donc U et V ne sont pas collinaires, par exemple. Alors, on a aussi une formule qui permet de le déterminer, qui provient du produit en croix, mais c'est de faire plutôt que de faire ça fois ça, et de regarder si c'est égal à ça fois ça. Bah, le principe de cette formule, c'est de faire ça fois ça moins ça fois ça, et de regarder si ça fait 0 ou pas. Donc quand vous avez un vecteur U de coordonnées x, y, et un vecteur V de coordonnées x', y', bah, en faisant x fois y' moins y fois x', vous regardez si c'est égal à 0 ou pas, et ça vous dira si vous avez de la proportionnalité ou pas, et donc si vos vecteurs sont collinaires ou pas. Alors ce truc-là, x, y' moins y, x', ça a un nom, c'est ce qu'on appelle le déterminant. Donc des vecteurs UV et qu'on note donc det, et entre parenthèses on met U point virgule V. Donc ça c'est le déterminant des vecteurs U et V, et en le calculant on regarde si c'est égal à 0 ou pas, et comme ça nous indique si nos vecteurs sont collinaires ou pas. Bon, le cours on continuera la semaine prochaine. Si, on va quand même, enfin, vous allez quand même écrire le bilan de cette activité plutôt que de reprendre la prochaine fois. Oh, remarque, oui, il n'y a pas grand chose. Donc les vecteurs peuvent être étudiés dans un repère et on peut leur associer des coordonnées. Donc ça c'est surtout ce qu'on avait vu. Vraiment c'est écrit étude mais c'est activité, c'est la même chose. Donc, j'aurais dû rajouter quand même un petit mot dans ce bilan sur la collinéarité. Mais bon, tant pis. Alors, juste, Jean, quand même, les exercices pour la prochaine fois. Alors, par contre, il faut que je m'assure de quelque chose. Ouais. Une dernière chose, parce que je vous donne quand même des exercices où il y a ça dedans, mais vous vous en sortirez sans problème. Évidemment, cette collinéarité, ça va pouvoir permettre de montrer par exemple que des droites sont parallèles. Si vous avez vous pourrez regarder le cours pour retrouver ces formules là, et je vous laisse, il n'y a que 2 exercices sur la collinéarité, je vous laisserai vous débrouiller un petit peu. Donc à chaque fois vous calculez le déterminant là pour savoir si c'est égal à 0 ou pas, et pour savoir si vos vecteurs sont collinaires ou pas. Et évidemment si vous avez, alors c'est dans votre cours aussi, mais si vous avez un point A, un point B
un point C et un point D, bah, vous calculez les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées du vecteur CD. Bah, si vous trouvez que AB et CD sont collinéaires, bah, ça va prouver que la droite AB elle est parallèle à la droite CD. Donc une des choses à laquelle ça va servir, c'est de déterminer si les deux droites sont parallèles. Donc ça, ce sera dans les exercices 83 et 84 que je vous donne à faire. Mais donc voici la liste. Donc, je vous en donne beaucoup, hein, mais bon, sur les vecteurs, ça va assez vite normalement. Donc 127, 129, 134, page 150, 77, page 145, 139, page 151 et 83, 84, page 145. Bon, désolé, ça en fait beaucoup et c'est sûr que c'est un petit peu injuste que je vous donne du travail alors que certains visiblement sont tranquillement chez eux à pas faire grand chose. Mais bon, je pense que... Enfin, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et donc bah, cette fois-ci, au revoir et à lundi.